L'aflatoxine est la substance toxique cancérigène la plus dangereuse en Afrique, disait le professeur Amadou Amadoun Babana, directeur du laboratoire de recherche en microbiologie Laborem. En effet, ce vendredi 26 novembre, le professeur Babana a présenté à la faculté des sciences et techniques les résultats de ses recherches sur la diminution de l'aflatoxine dans les produits agricoles. Le maïs est l'une des céréales les plus consommées au monde, non seulement par les humains, mais par les animaux. Donc, ces deux produits sont des produits quand même d'une grande importance pour le monde entier et principalement pour le Mali. Mais ces deux produits sont également confrontés à d'énormes problèmes parce que ce sont les deux produits les plus contaminés par les moisissures. Que c'est des produits qui contiennent assez d'eau et le temps contiennent assez d'eau, assez de protéines. Et là où il y a les protéines, on sait qu'il y a les micro-organismes, il y a les insectes, il y a tout. Donc ça fait que c'est des produits qui sont des cultures qui sont très contaminés par les moisissures, surtout les moisissures à cause de l'humidité. Donc, mais malheureusement, ces moisissures produisent des substances toxiques. Et parmi ces substances toxiques, on a qu'on appelle les mycotoxines. On a les principales substances qu'on retrouve partout, ça c'est les aflatoxines. Et ici, on a les moisissures qui peuvent attaquer les cultures, non seulement au champ, mais à la conservation. Ça peut les attaquer au champ, et pendant la conservation, ça peut les attaquer. Donc, même si ce n'est pas contaminé au champ, ça peut être contaminé lors de la conservation. Donc, on n'est pas, tant que celui-ci n'est pas pris, on n'est pas. Donc, il y a parmi ces moisissures, on a les aspergillus, les aspergillus, et principalement les et on a également les fusarium et les pénicillium. Ça, c'est les principales moisissures qui contaminent les cultures et qui produisent des mycotoxines. Et parmi ces mycotoxines, on a les aflatoxines B1, B2, G1, G2. Et G1, G2, généralement, on les trouve dans le lait. On les trouve beaucoup dans le lait. C'est les produits du métabolisme de B1 et B2. Ensuite, on a les aflatoxines, la toxine T2, qu'on retrouve. C'est une toxine qui est dangereuse également, mais qu'on retrouve principalement dans les pommes. On retrouve ça un peu partout, mais c'est beaucoup fréquent dans les pommes. Et les pommes et les jus de pommes, on retrouve la toxine T2, principalement dans ce composé. Et ensuite, il y a le déclinoméronol et la zéranol. On retrouve principalement dans le maïs. Les gens mangent beaucoup de pain et on le trouve beaucoup, c'est le groupe des tricotènes. Et on va voir les dangers que ça cause, mais ça se trouve beaucoup dans le maïs. Ensuite, il y a l'ocratoxine A qu'on retrouve également, c'est des composés aussi dangereux. On va voir la dangerosité. En regardant ici, on voit parmi les mycotoxines qui sont citées ici, on a la platoxine, on voit qu'il est mutagène. Ça provoque des mutations. Ensuite, il est tératogène. Ça veut dire que ça peut agir sur les gènes, détruire, agir sur les gènes, et il est cancérogène, ça veut dire que ça provoque des cancers. Vous voyez que c'est vraiment, il est hautement mutagène, hautement tératogène et hautement cancérigène, les aflatoxines. Donc, c'est des composés très dangereux et qu'on retrouve généralement partout. Donc, ça pose des problèmes. Et ensuite, on a les tricocènes, par exemple, les désoxynivalenol, qui est aussi immunosuppresseur. Ça veut dire que ça supprime l'immunité, l'immunité des gens. Donc, c'est quand même aussi très dangereux parce que ça supprime ton système immunitaire et ça te met devant les maladies et tu ne peux pas vraiment beaucoup te soigner. Donc, vous voyez que c'est des composés très dangereux qui sont partout et qui causent des problèmes. Donc, même parmi ces produits, on a choisi de travailler avec les aflatoxines parce que c'est eux qui sont beaucoup présents et c'est eux qui causent beaucoup de problèmes. Et il n'y a pas... On va voir. Donc ici, on vous montre du maïs contaminé par un champignon, Aspergillus flavus. Donc c'est connu ici. Et ici également, on a de l'arachide, des arachides contaminés par les mêmes moisissures. Mais ce qu'il faut constater, c'est que le fait de voir les moisissures ne veut pas dire qu'il y a la toxine.
il peut avoir les moisissures en grande quantité, comme ici, et quand tu vérifies, tu ne trouves pas de toxines. Pourquoi? Parce que parmi ces moisissures, parmi les aflatoxines qui produisent, les aspects qui produisent l'aflatoxine, il y en a qui ne produisent pas d'aflatoxine. Donc, ça peut être là. Et même si ça produit de l'aflatoxine, il faut que les conditions soient réunies pour que ça produise de l'aflatoxine. Donc, tu peux les voir, mais sans voir la toxine. Ce n'est pas parce que c'est là que la toxine est là. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête. Et également, ici, on peut voir, attention. Voilà. Donc, ici, on peut voir des gousses d'arachide qui proviennent du même champ. Et on voit cette gousse, c'est pas contaminé. Vous voyez, l'arachide, c'est très normal. Mais là, c'est contaminé par un champignon. Ça doit être, en tout cas, Aspergillus niger ou bien autre chose. En tout cas, on voit que c'est noir. C'est différent de ce champignon. Ça, c'est Aspergillus flavus. On le voit nettement quand tu vois ici. Ici, c'est la même chose. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir plusieurs types d'aflatoxines qui contaminent les trucs. Et ça, ils viennent tous du même champ. Donc, ce n'est pas parce que c'est dans le champ que tout est contaminé, et ce n'est pas parce que c'est le même champ que tout est contaminé par la même moisissure. Et par là, on voit que la contamination avec les aflatoxines constitue une contrainte majeure à la production d'arachide et de maïs. Parce que la grande partie de l'arachide produite au Mali est jetée, ou bien en tout cas consommée avec des risques, ou bien donnée aux animaux. Mais le problème, c'est que les gens ne voient pas ce que ça revient. Parce que si tu donnes ça aux animaux, les animaux consomment, ils sont contaminés, quand ils mangent, ça revient. Donc, et généralement, ça revient sous une forme encore plus dangereuse. Donc, ça, la contrainte de la production agricole actuellement, c'est principalement du maïs, c'est les aflatoxines. Maintenant, pour le maïs également, à cause du fait que le maïs est très consommé dans le monde, et c'est très contaminé dans le monde, le maïs a constitué la principale source de contamination des hommes par les aflatoxines. Parce que le maïs est très contaminé par les aflatoxines, et comme c'est très contaminé, donc ça contamine beaucoup de gens. Donc c'est pour cela qu'on considère le maïs comme la principale source de contamination humaine par les aflatoxines. D'abord, l'homme consomme beaucoup de maïs, donc il est contaminé. Ensuite, les animaux, la majeure partie des aliments des animaux, que ce soit les animaux, que ce soit les poissons, c'est à base de maïs. Et ça contamine. Et les animaux qui consomment le maïs ou bien les produits contaminés par les aflatoxines, surtout par exemple la vache, l'aflatoxine se retrouve dans le lait et dans la viande. Et en consommant ça, on consomme les aflatoxines. Et le problème des aflatoxines, c'est quoi? C'est parce que ça s'accumule. C'est pas comme les autres toxines où tu peux les éliminer. Quand ça dure, ça s'élimine. Les aflatoxines s'accumulent. Quand tu prends 1 microgramme d'aflatoxine, surtout si tu as des graisses, ça s'accumule dans les graisses. Demain, tu consommes, après-demain, et quand tu atteins la dose toxique, c'est terminé, ça t'attaque. C'est ça le danger de ces mycotoxines. Donc, on dit qu'en Afrique, plus de 60% ingérés par la population proviennent des consommations de céréales. Donc, vous voyez, les céréales, par exemple, le maïs, il y a un projet au Laborem, la PAS, qui travaille sur la contamination du maïs un peu partout au Mali. Et les résultats ne sont pas, c'est pas fameux, c'est très très contaminé un peu partout. Bien que dans certaines zones, ça va beaucoup mieux que d'autres, mais c'est quand même contaminé. Et contaminé par les aflatoxines, les champignons qui produisent beaucoup d'aflatoxines. Donc, c'est vraiment, il y en a une quantité. Et vous allez voir dans les résultats. Donc, vous voyez, on dit que les aflatoxines provoquent des effets aigus et chroniques sur la santé. Et en regardant ce petit noumou, vous voyez comment elles sont ventre. C'est dû à l'aflatoxine. Et ça provoque le cancer du foie de l'enfant. Et vous voyez comment il est. Non, noumou.
Donc, vous voyez comment il est. C'est pour vous dire que c'est des composés quand même très, très, très dangereux. Donc, et comme on l'a dit, ça affecte aussi les animaux, la production, parce que vous voyez, il y a un des composés qui joue sur la production d'estrogène et sur la production. Et ça peut beaucoup jouer sur la production, la reproduction de l'homme et des animaux. Voilà. Donc, c'est des composés quand même très, très toxiques. Donc, le Codex Alimentarius, c'est un truc au niveau de l'Afrique qui classe les produits dangereux et qui donne un certain nombre des normes d'utilisation. Et le Codex Alimentarius a classé à 10 microgrammes par kilogramme d'aflatoxine pour tout aliment qui contient plus de 10 microgrammes par kilogramme d'aflatoxine n'est pas propre à l'alimentation. Ça ne doit pas être consommé par les humains. Alimentation humaine. Pour l'alimentation animale, ça va jusqu'à 15 microgrammes par kilogramme. Donc, à 10 microgrammes, à partir de 10 microgrammes par kilogramme d'aflatoxine dans les aliments, on ne doit pas les consommer. Donc, tout aliment doit être consommé, doit être analysé, et en fonction de cette norme, on doit consommer. Mais, l'Union européenne a placé à 4 microgrammes par kilogramme tout aliment qui doit être importé à l'Union européenne doit atteindre cette valeur, 10 microgrammes par kilogramme. Donc vous voyez, ils sont plus durs. Les Américains ont gardé la même norme que le Codex Alimentarius, 10 microgrammes par kilogramme. Eux, ils acceptent jusqu'à 15 microgrammes par kilogramme pour certains aliments. Mais l'Union européenne est partie à 4. Donc, c'est ça qui a créé le problème au Mali, parce que ce n'était pas facile de produire, de respecter ces normes. Donc, on n'arrive plus à exporter nos produits à cause de cette norme qui est très, très dure. Donc, cette interdiction a eu des conséquences. Donc, il y a la limitation des arachides africaines à un commerce international. Ce n'est pas le Mali seulement, mais c'est l'Afrique, c'est pratiquement partout. Rares sont les pays africains qui arrivent à faire ce truc. Il y a quelques pays qui ont réussi un peu, mais c'est vite parti. Et par exemple, il y a le Kenya qui avait réussi sur le maïs, et 1 année, 2 années, mais après, ils n'ont pas pu. Donc, il y a l'exposition de plus de 500 millions de personnes parmi les plus pauvres d'Afrique subsaharienne. Ça, j'ai oublié de mettre la référence. Parce qu'on n'arrive plus à exporter, donc tout reste et les gens consomment ça. Ça pose plus de problèmes. Ensuite, il y a l'augmentation considérable de la mortalité et de la morbidité. Donc, comme ça reste, les gens consomment plus ces produits qui sont là et ça fait qu'ils sont de plus en plus contaminés. Il y a des contaminations de forte dose et ça provoque assez de mortalité et de morbidité. Donc, pour régler ce problème, il y a eu plusieurs efforts qui ont été faits de par le monde pour réduire la contamination des céréales par les mycotoxines, soit pour pouvoir faire le commerce, soit pour l'alimentation, pour assurer la santé. Donc, pour ça, il y a l'application des bonnes pratiques. Parce qu'il y a les bonnes pratiques qu'il faut appliquer pour empêcher que les champignons contaminent les cultures et produisent les mycotoxines. Donc, il y a des bonnes pratiques qui ont été mises au point et qui doivent être faites. Et ces bonnes pratiques, nous avons eu un projet avec le Brésil, Embrapa. D'ailleurs, le projet est parti de là, et financé par la Banque mondiale. On a travaillé sur l'utilisation de ces bonnes pratiques. Eux, ils utilisaient ces bonnes pratiques, ça fait longtemps. Mais, avec tout ça, ils n'arrivaient pas à atteindre la quantité, la norme. Mais nous, on avait proposé de travailler avec eux et d'utiliser en plus des bonnes pratiques des micro-organismes qui sont capables d'empêcher la croissance des champignons. Des champignons. Donc, en combinant les deux, le projet a été fait pour combiner les deux et voir si on aura de bons résultats. Ensuite, le second point qui a été fait, c'est... attention. Voilà, le second point, c'est la détermination des produits. Ça veut dire qu'il faut contrôler à chaque niveau,
il faut contrôler la contamination. Donc, quand vous importez, il faut contrôler. Et quand vous produisez aussi, au niveau de la production, au niveau de du stockage et au niveau de la vente, il faut contrôler il faut appliquer les valeurs de HACCP pour voir les points critiques. Est-ce que tu as atteint les points critiques ou pas? Et si c'est là, il ne faut pas le vendre. C'est sûr que ça, au Mali, ce n'est pas encore appliqué. Ça pose beaucoup de problèmes. Et ensuite, il y a l'utilisation des fongicides. Les gens utilisent les fongicides, mais le problème, c'est que les fongicides sont dangereux aussi. C'est des produits, c'est des composés chimiques, et ces fongicides peuvent se retrouver dans les céréales et causer des problèmes. Si tu traites un champ avec un fongicide, et supposons que par hasard, qu'il n'y ait même pas ce champignon-là, tu contamines. Peut-être en ne traitant pas, ce n'est pas contaminé par les gouttes, mais en traitant, c'est contaminé. Donc ensuite, on utilise aussi des plantes transgéniques, c'est-à-dire des plantes qui sont, comment on appelle, produits on insère des gènes de résistance dans ces plantes pour que ces plantes puissent résister à la contamination par ces champignons. Et si les champignons, si ça résiste à la contamination, donc ça résiste à la production, à la contamination par la plante, parce que les champignons, ne pouvant pas contaminer la plante, ne pourront pas contaminer les produits. Donc il y a eu plusieurs traitements comme ça, mais aucun de ces traitements, à part l'application de bonnes pratiques, n'a pas permis de diminuer. L'application des bonnes pratiques a permis de faire baisser, la contamination d'à peu près 60%. Donc, mis à part ça, tout le reste, le HACCP, ça a été les pays qui ont pu appliquer ça. Ça a quand même permis de limiter les dégâts. Mais ces pays ont perdu beaucoup d'aliments parce qu'il faut jeter beaucoup. Donc les paysans perdent, mais la santé, ça va. Donc ça fait que ça pose des problèmes parce que les paysans, ils perdent beaucoup et ça pèse pour l'État parce que si on doit jeter toute la production, l'État doit rembourser. Bon, l'utilisation des produits, le danger de l'utilisation des plantes transgéniques, les gens n'aiment pas ça. Tout le monde est contre ça quand on sait que la population n'aime pas. Donc ça fait que on n'a pas bougé. Et ce que je veux vous dire, c'est que ces composés résistent beaucoup à la chaleur. Pour éliminer, par exemple, la l'aflatoxine, il faut chauffer l'aliment à 400 degrés pendant 4 heures. Donc ça veut dire que tu n'as rien à manger. Ou bien il faut le chauffer à 1000 degrés pendant 1 heure. Ça veut dire aussi que tu n'as rien à manger. Donc il n'y a pas vraiment de solution pour l'éliminer. Donc, mais dans le monde, il y a quand même des gens qui ont tenté d'utiliser d'autres sources. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de micro-organismes dans le sol qui sont capables, dans le sol et à l'intérieur des plantes, qui sont capables de produire des composés qui empêchent la croissance des champignons ou bien qui peuvent dégrader ces mycotoxines. Mais le problème, c'est l'utilisation de ces produits-là. Donc, maintenant, il y a des gens qui ont travaillé qui ont utilisé, comme Asineli et autres, qui travaillent à Ambrapa, à l'USDA, dans le centre même avec lequel on collabore. Ils travaillent avec Ahmed Abbas, c'est lui notre collaborateur principal dans le projet. Et donc, eux, ils ont produit des granulés de bioplastique. Comment ils ont fait le bioplastique? C'est que chez eux, il y a beaucoup de maïs qui sont contaminés chaque année. Et on est obligé de jeter ces maïs-là. Et ils se sont dit, bon, au lieu de jeter ça, est-ce qu'on ne peut pas extraire le plastique qui se trouve dans ces maïs et former produire du bioplastique? Et au début, c'était pour produire du plastique pour transporter du plastique biodégradable. Mais ils se sont rendus compte que comme c'est bio, on peut utiliser ces plastiques pour faire des pesticides. Parce que quand on les met dans le sol, ça se détache et puis ça libère les trucs. Donc, ils ont mis au point, ils ont produit du bioplastique et comme support alternatif pour les micro-organismes. Parce que les supports qu'on utilisait avant n'étaient pas efficaces. Parce que tu vas trouver que avant d'utiliser le biopesticide, tu vas trouver que la moitié ou bien en tout cas 30% des micro-organismes sont déjà partis.
ne sont plus là. L'efficacité baisse à cause des conditions climatiques. Oh, il faut les conserver dans des frigos, chez les paysans, ils n'ont pas ça. Donc, mais quand on arrive à les mettre dans les bioplastiques, ça peut rester. Pendant des années, ça peut rester sans changer, avec 100% d'efficacité. Donc, eux, ils ont fait ce travail et ils ont testé. Et en testant, ils ont trouvé que ça réduit de 80%. Ils ont utilisé un champignon, Aspergillus flavus, qui ne produit pas l'aflatoxine. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut remplacer les champignons qui produisent l'aflatoxine par les champignons qui ne produisent pas l'aflatoxine. Donc, si c'est contaminé par les champignons qui ne produisent pas l'aflatoxine, c'est mieux parce qu'il n'y aura pas d'aflatoxine. Donc, c'est ça leur idée. Donc, ils pulvérisent, ils mettent dans le sol et au niveau des plantes, ils pulvérisent avec le bioplastique et ils ont remplacé carrément les champignons toxicogènes par les champignons non toxinogènes. Et avec ça, ils ont pu réduire de 90% la contamination du maïs par l'aflatoxine. Donc ça, c'est vraiment une prouesse. Donc, et c'est des produits, c'est des composés qui sont... Attention. Donc, c'est des composés, des formulations qui sont facilement applicables. On peut l'appliquer facilement. Ce n'est pas toxique, ce n'est rien. Et ça peut s'appliquer facilement. Même en utilisant le matériel. Si tu as un matériel que tu utilises pour la pulvérisation, tu peux utiliser ce même matériel pour appliquer. Donc, tu n'as pas à changer de matériel, rien. Et tu peux le consommer pendant un long moment. C'est vraiment très simple. Donc, et c'est stable à long terme, comme on le dit. Ça veut dire que tu peux le conserver pendant longtemps. Si tu le payes cette fois-ci, cette année, tu n'as pas pu l'utiliser, tu peux le garder l'année prochaine, tu l'utilises avec 100% d'efficacité. Si l'année prochaine, tu peux le garder. Tu peux le garder dans la nature comme ça, sans problème, et ça reste efficace. Donc, c'est quand même un truc très, très important. Donc, mais, à ce jour, nous, on utilise les biopesticides, mais au moment où on faisait le truc, on a vérifié, et partout en Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui a utilisé cette technologie. C'est juste eux qui utilisent la technologie, parce que pour les gens, c'est compliqué, alors que c'était très simple. Donc, c'est là, moi, j'ai pris contact. Quand j'ai vu ces études, j'ai pris contact avec ces deux. Parce que je travaillais déjà avec Ambrapa, je les ai écrits pour leur dire mon idée, et ils étaient d'accord pour nous apprendre la production du bioplastique, parce qu'on a besoin de ça. Et comment aussi on produit le biopesticide. Et c'est là qu'on a écrit le projet qui a été financé. Donc, comme je l'ai dit, il se trouvait que nous, au niveau du laboratoire à la face, nous avions déjà isolé et sélectionné des bactéries et nous avons une collection de bactéries efficaces en biologie. Et parmi ces bactéries, nous avons déjà sélectionné, quand on travaillait avec Ambrapa sur les bonnes pratiques combinées au truc, nous avions sélectionné un champignon, une bactérie, un bacillus phaeorhicus opiscis, qui était capable de... Il y a Diarra qui avait travaillé sur sa thèse, dans sa thèse sur la souche. La souche était capable de produire des substances qui empêchent la croissance du champignon. La majeure partie des champignons, ça contrôle. Et en plus de ça, la souche dégrade l'aflatoxine. On a mis de l'aflatoxine dans un milieu, on a mis la souche, elle dégrade l'aflatoxine. C'était facilement vérifiable. Et également, on a vérifié, on a trouvé que la souche produit une enzyme, une protéine qui est capable de dégrader la protéine. On a séparé un peu la protéine, on l'a utilisée seule et ça a permis de dégrader le truc. Mais en même temps, la souche produit un fongicide, un biofongicide qui empêche la croissance de la majeure partie des champignons pathogènes. Donc, comme je l'ai dit, c'est cette souche qu'on a utilisée en combinaison avec les bonnes pratiques pour faire le travail à Kita. Mais le problème, c'est quoi? Le problème qu'on a eu, c'est la difficulté d'appliquer. Comme on le dit, on utilise, il y a des techniques utilisées pour produire le biopesticide, mais ces techniques, il faut les utiliser rapidement. C'est-à-dire que quand tu produis le biopesticide, tu vas pour l'utiliser. Si par hasard,
tu n'arrives pas à l'utiliser ce jour pour des contraintes, c'est fini. Il faut reprendre. Parce que tu n'es plus sûr pendant le temps, est-ce que l'efficacité, est-ce que ce n'est pas contaminé. Ça pose beaucoup de problèmes. Donc ça pose des problèmes. Et c'est pour ça que nous, on a voulu utiliser leur technologie avec nos sources pour produire le bioplastique, le bioplastique. Donc, ça c'est, comme je l'ai dit, le travail qu'on a eu à faire avec les Brésiliens, ça c'est au Brésil, on était parti pour voir comment ils font les bonnes techniques, les bonnes pratiques, et ils sont venus pour nous apprendre également comment ils font ces techniques. Donc ça c'est la production d'arachide. Nous ici on met l'arachide en tas, on sème partout. Et eux ils disent que c'était la mauvaise technique. Chaque fois que tu fais ça, tu n'as aucune chance de ne pas avoir de contamination. Eux ils faisaient ça avant. Mais quand tu fais ça, tu as toutes les chances de contaminer. Parce que quand c'est proche, il y a les insectes qui vont faire des trous sur les feuilles et ça va permettre aux champignons de pousser. En plus, il y a également les nématodes. Quand les racines sont l'une à côté de l'autre, si une des racines est attaquée par des nématodes, ça se transfère au plan voisin, Donc, ça pose des problèmes. Donc, dans les bonnes pratiques, il faut semer l'arachide comme ça, si tu ne veux pas que ce soit contaminé. Il faut séparer, il faut qu'il y ait des distances et sous forme de poquet. Ça, c'est une des choses. Quand tu le fais, ça seulement, ça permet de produire l'arachide, de diminuer de 40% la production. Donc, maintenant, il faut aussi voir le pH. Parce que le pH joue. Donc, il y a beaucoup de techniques qu'il faut. Donc, le pH, principalement cette technique, le pH et également un peu la fertilisation. Parce que si tu mets... normalement, tu ne dois pas mettre d'azote. Parce que on suppose que c'est une plante qui peut être colonisée par les rhizobiums et qui fixe l'azote. Donc, même si tu mets, tu dois mettre une petite quantité. Pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup d'azote, il y a beaucoup de protéines qui se produisent et c'est vraiment, ça devient la cible de toutes les attaques. Donc maintenant, la deuxième technique, bonne pratique, ça c'est l'une des meilleures bonnes pratiques pour produire l'arachide sans aflatoxine. Et la deuxième technique, c'est après la récolte. Après la récolte, on doit mettre les feuilles de l'arachide sur le bas et l'arachide en haut pour que ça tu ne dois pas enlever l'arachide et pour ça, tu ne dois pas mettre le truc sur le sol avec non. Tu poses ça comme ça. Ça, c'est l'une des bonnes techniques pour faire sécher rapidement l'arachide. Sinon, ça va se contaminer. En contact avec le sol, ça se contamine. Donc, vous voyez, ça, c'est des bonnes pratiques. L'autre bonne pratique, ça, c'est pour la conservation. Une fois que tu fais sécher, pour mieux conserver, c'est ça les bonnes techniques de conservation. Tu mets dans un endroit fermé, et ça c'est bon, on a pris ces photos chez eux, mais ça peut être une maison. Parce que là où ils produisent, c'est comme ça qu'ils font. Ils font comme une sorte de case hermétique, parce qu'ils disent que c'est mieux que quand c'est les murs, ça peut être humide, l'humidité peut échouer. Donc ils font ça et puis ils mettent du plastique en haut. Donc, on approche l'arachide comme ça. Mais l'arachide ne doit pas toucher les puits. On approche pour regarder. Regardez comment c'est fait. Donc, on évite la contamination lors de la consommation. Mais, regardez, ça, c'est pas une bonne pratique. C'est-à-dire que là où tu gardes l'arachide, tu ne gardes que ça. Tu ne dois pas le combiner avec d'autres choses. Parce qu'une fois que vous voyez ces trucs-là, peuvent être contaminés. Si tu oublies ça 1-2 jours, c'est contaminé par des champignons rapidement. Et les spores vont partir et ça va toucher au truc et puis c'est fini. Ton arachide est contaminé. Donc, là où tu conserves l'arachide, tu ne conserves que l'arachide. Tu ne le mélanges pas avec d'autres. Donc, ça aussi, c'est l'une des bonnes pratiques de conservation. Donc, l'objectif qu'on s'est fixé pour le projet, c'est de baisser d'au moins 30% en 12 mois. Parce que comme je vous l'ai dit, le projet c'est 12 mois.
C'est 3 ans, mais on vous donne 12 mois. Tu donnes l'objectif pour 12 mois. Et on va voir si tu as atteint cet objectif-là. Donc, on a dit qu'on va réduire d'au moins 30% en 12 mois la contamination avec les aflatoxines, la contamination du maïs et de la cervelle à travers la production, l'intégration du bioplastique à part du bioplastique contenant des agents biologiques dans les systèmes de production des petits exploitants du Mali. Donc c'est ça. Et réduire de 30%. Donc produire, c'est-à-dire qu'avec le témoin, si c'est contaminé à 100%, ça veut dire que pour nous, ça doit être contaminé à 70%. C'est ça qu'on a dit qu'on va faire. Et c'est ça qu'ils vont vérifier. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour faire ça, il faut qu'on produise le bioplastique et il faut qu'on produise le bioplastique et il faut qu'on le teste. C'est ça qu'on doit faire en une année. Et comment produire le bioplastique? Donc, nous, eux, ils produisent le bioplastique à partir du maïs, mais nous, on a proposé de produire le bioplastique à partir de la pomme de terre. Parce que on a discuté avec l'UIR de Sikasso et ils nous disent que des tonnes de pommes de terre sont jetées par an à cause de la pourriture. C'est pourri, on jette. Donc on dit, bon, on va prendre ces pommes de terre pourries, on va extraire les trucs et faire du bioplastique avec ça. Au lieu que ce soit jeté, ça peut être utilisé. Donc c'est là, on a pris des pommes de terre et on a découpé un morceau, enlevé le truc. Ensuite, les pommes de terre découpées ont été broyées. Ensuite, il y a eu tamisage pour extraire l'amidon. Et l'amidon a été hydrolysé. Et après hydrolyse, on a les feuillets de bioplastique. Maintenant, il faut avoir un granulateur pour transformer ces feuillets de bioplastique en granules de bioplastique. Et là, on avait pu avoir, avec l'aide du projet, un granulateur. C'est cher, mais on a pu avoir un pour pouvoir faire le travail. Parce que sans ça, on ne pourra pas avancer. Ensuite, pour produire le biopesticide, donc les granules de bioplastique produites ou bien les feuillets, parce que tu n'es pas obligé d'aller aux granules. Tu peux rester au niveau des feuillets, c'est la même chose. Mais les granules, parce que c'est plus facile à gérer et à conserver. Donc, une fois que tu as les granules doivent être chauffées, j'ai dit 900 degrés, c'est 90 degrés, j'ai marqué 900, je me suis trompé. C'est 90 degrés. Ça doit être chauffé à 90 degrés pendant 2 heures. Mais certains peuvent aller jusqu'à 3 heures, ça ne gâte rien. Mais avec 2 à 2 heures, c'est déjà bon. Donc pendant 2 heures, sous agitation. Et ensuite, l'homogénéa qu'on va avoir, on va le filtrer. Pour avoir juste le liquide. Tout ce qui est contaminant ou autre chose, ça doit quitter. Donc on filtre. Ça, c'est un filtre qui est là. On filtre le truc pour avoir le filtrage. Et maintenant, on ajoute de l'eau. Avec le filtrage, on ajoute de l'eau jusqu'à avoir 1,5% du mélange. Ça veut dire que quelque chose à 1,5%. Donc, dans chaque 100 millilitres d'eau, on doit mettre 1,5 millilitres de filtrage. Donc, en finalité, on doit avoir un liquide à 1,5%. Voilà. Et ce liquide à 1,5%, la solution, c'est dans cette solution à 1,5% qu'on va mettre l'agent de lutte biologique. Si c'est un champignon, on le met. Si c'est un truc, on le met. Et on produit. Vous voyez ici, il y a le champignon, les spores du champignon ici. Et ça, c'est la solution du bioplastique à 1%. Donc, comme le champignon, la couleur du champignon, des spores du champignon, a fait changer la couleur. Sinon, c'était ça. C'est juste qu'on a mis les champignons. Donc, on a le bioplastique. Et là, on a aussi le choix. On peut le transformer en granules. Et si on veut le conserver longtemps, on peut le garder sous forme liquide et on peut utiliser pour enrober les graines. On prend les semences, on enrobe avec le bioplastique et ça reste. Donc ça peut se faire dans tout le pays. Donc maintenant, on a produit le biopesticide à partir du bioplastique et on est parti au champ pour faire les tests. Et on voulait vérifier non seulement avec le maïs, mais avec l'arachide voire. Et tester les deux types de biopesticides. Donc, pour l'arachide, on a fait un essai en bloc complet. Donc, on avait 3 blocs et le facteur de blocage, c'est le ruissellement. Le champ était en pente. Quand il pleut, on voit nettement que l'eau circule comme ça pour aller
de l'est, du nord vers le sud, et ça s'accumule vers le sud. Donc on veut voir, est-ce que, parce que quand il pleut, un peu de temps, tu vois, la partie nord devient un peu, ça devient un peu sec. Au centre, ça va un peu, mais au sud, tu vois l'eau qui s'accumule. Ça peut avoir un effet sur le biopesticide, l'efficacité du biopesticide, et ça, pour ça qu'on appelle le bloc pour voir est-ce qu'il y a un effet. Donc, on a utilisé 3 traitements. Le premier traitement, ça veut dire qu'on inocule les graines avant de les semer. Et après germination, 2 semaines après, on pulvérise les feuilles. Donc, ça, c'est le premier traitement. Inoculation, pulvérisation. Donc, le deuxième traitement, on n'inocule pas les graines. On sème les graines non inoculées. Et après 15 jours, on pulvérise. Troisième test, c'est qu'on n'inocule pas. Troisième traitement, on n'inocule pas et on ne pulvérise pas. Ça, c'est le témoin. Il est semé et il continue comme ça. Et ensuite, pour le maïs également, on a le même processus. Mais avec le maïs, on a utilisé non seulement, parce qu'ici, on a utilisé juste la souche de le biopesticide à base du champignon, Aspergillus flavus non toxinogène et qui ne produisent pas de CPA. Donc ici, on a utilisé non seulement l'Aspergillus qu'on a utilisé, mais on a utilisé également une souche Bacillus sphaericus. Donc on va vérifier, est-ce que le champignon, en inoculant avec le champignon et en pulvérisant, ça va avoir un effet. Est-ce qu'en inoculant avec la bactérie et en pulvérisant, ça va avoir un effet. Dans tous les cas, on pulvérise avec le champignon. Donc, et il y a un témoin, comme on dit, non inoculé, non pulvérisé. Donc, les paramètres qu'on a mesurés, c'est la production totale. C'est pour voir est-ce que les souches qu'on a utilisées, parce qu'on a vérifié, on a vu que c'est des souches qui produisent des phytohormones, qui produisent beaucoup de choses. Donc, elles peuvent avoir un effet sur la production, ou un effet positif ou négatif. Attention. Ensuite, on a vérifié, on a déterminé la production totale. Je n'ai pas mis ça ici parce que on n'a pas fini de déterminer ça. Ils sont en train de faire le poids. Mais on a vérifié le poids de 1000 graines. On prend dans chaque traitement 1000 graines et on détermine le poids. Et ensuite, la quantité d'aflatoxine totale de chaque traitement et la quantité d'aflatoxine B1. Parce que le B1, c'est l'aflatoxine, c'est la variété la plus toxique. Les autres, ça va un peu, mais ça, c'est vraiment toxique. On peut voir quel est l'effet du traitement sur la quantité totale d'aflatoxine et quel est l'effet du traitement sur l'aflatoxine B1. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'aflatoxine, mais sans le B1. Donc, c'est moins dangereux que quand il y a beaucoup de B1. Donc, les résultats obtenus. Donc, ici, on voit que il y a un effet très, très significatif. Ça veut dire que les traitements, le poids des 1000 graines varie fortement en fonction du traitement en place, en fonction des traitements. De même que l'aflatoxine totale et l'aflatoxine B1. Ça veut dire que les traitements ont un effet sur ces variables mesurées. Mais quel type d'effet? Ça peut être un effet positif, ça peut être un effet négatif. Ça peut augmenter la quantité d'aflatoxine, comme ça peut diminuer. On ne sait pas ici, mais on sait quand même que les traitements ont un effet. Donc maintenant, on va voir est-ce que les blocs ont eu un effet. On voit que les blocs n'ont eu d'effet, c'est-à-dire que la dispersion, comment on appelle ça? La dispersion, comment on dit ça? La distribution de l'eau dans le champ a eu un effet, le poids de 1000 graines varie en fonction de la quantité d'eau. C'est-à-dire que là où il y a beaucoup d'eau ou moins d'eau, en tout cas ça varie. Mais là, à partir de là, on ne peut pas savoir si ça augmente ou ça diminue. Mais en tout cas, le poids de 1000 graines varie en fonction de la quantité d'eau. Mais la quantité d'aflatoxine, que ce soit aflatoxine totale, que ce soit B1, ne varie pas en fonction de la quantité d'eau qui est dans le truc.
Donc, en vérifiant quel est l'effet, ici on voit que le poids des 1000 graines, c'est simplement l'aspergillus, le traitement avec l'aspergillus qui a donné le poids le plus élevé. Sinon, le bacillus et le témoin, il n'y a pas de différence significative, même si on voit que le bacillus a donné un poids un peu plus élevé, mais ce n'est pas différent. C'est-à-dire que c'est la même chose. Ces traitements ne diffèrent pas quant au poids des 1000 graines. Mais, en venant au niveau de l'aflatoxine, des aflatoxines totales de l'aflatoxine B1, on constate que le bacillus a fait diminuer, par exemple, vous voyez le témoin, il y a 226,83 microgrammes par kilogramme. Or, vous avez vu qu'il faut 10. Dans les témoins non traités, il y a 226, alors qu'il faut 10. Vous voyez que c'est très contaminé, on ne peut pas envoyer ça. 226,83, mais dans les traitements, avec les biopesticides, que le biopesticide avec bactéries ou avec champignons, on a vu qu'il y a une diminution nette de la quantité d'aflatoxine totale. C'est arrivé jusqu'à 10,68. Donc on est presque dans la norme Codex avec le bacillus et ça a beaucoup baissé de 226 à 43 à 48. Donc on a quand même une forte baisse. Les 30% qu'on a dit, quand même, je pense qu'on l'a atteint. Donc il y a une forte baisse. Mais ce qui est important, c'est avec le bacillus, la quantité d'aflatoxine B1. Et la norme de l'Union européenne, c'est surtout, ils sont surtout regardants sur le B1. Même quand ils dépassent les 4 jusqu'à 10, la norme du Codex, si le B1 est faible, ils laissent passer. Donc, pratiquement le B1 est presque parti, 0,5, avec le bacillus. Et même avec le champignon, c'est 6,83. Donc, on peut améliorer aussi. Parce qu'on a semé sans tenir compte des bonnes pratiques. On a fait le travail en tenant compte de la technique des paysans. Parce qu'on se dit que si on va faire introduire d'autres techniques, ça va être un peu compliqué. Donc ça, c'est fait, le travail a été fait en tenant compte de la technique des paysans, exactement comment ils font. Et c'est eux-mêmes qui ont semé, qui ont tout fait. Nous, on les a seulement suivis pour que ce soit vraiment leur technique. Ici, ça c'est la partie, le traité inoculé et pulvérisé. Inoculé et pulvérisé. Ici, c'est non inoculé, non pulvérisé. Le témoin, non inoculé, non pulvérisé. Et on va voir les taches. Les taches sont dues à un autre champignon. Et ce champignon, quand tu les vois, c'est une caractéristique de l'arachide. Quand tu vois ça dans ton arachide, ça veut dire que tu as toutes les chances que ton arachide soit totalement contaminé. Ça, c'est Cercospora. On appelle ce champignon Cercospora. Donc, la maladie, c'est la cercosporiose. Donc, une fois que vous voyez les cercosporas dans votre champ d'arachide, ça veut dire que tu as toutes les chances que ton champ soit totalement contaminé par les champignons qui produisent les mycotoxines. Donc, c'est un indicateur. Vous voyez comment c'est contaminé. Alors que là, il y en a, mais c'est rare, tu vois. On voit quelques trucs de cercospora, mais c'est rare par rapport. Et en regardant, attention, en regardant les feuilles, on voit que c'est trop vert ici, tu vois, ça commence à jaunir déjà, à cause de la maladie. Maintenant, on va voir au niveau de... l'autre, c'était au niveau du maïs. Et ici, on va voir au niveau de l'arachide, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a à peu près les mêmes résultats. Mais le poids des 1000 graines n'est pas très affecté. C'est affecté par les traitements, les traitements de biopesticides, mais ce n'est pas très affecté. La différence n'est pas très significative. Mais la différence, il y a de fortes variations quand il s'agit des aflatoxines. Aflatoxine totale, aflatoxine B1. Et là également, on voit qu'au niveau des poids de 1000 graines,
il y a une forte variation due à la répartition de l'eau. Mais dans ce cas également, on constate que les aflatoxines n'ont pas été, la quantité d'aflatoxines, que ce soit totale, que ce soit B1, n'est pas totalement affectée par ces conditions-là. Dans les deux vitesses. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a donné, qu'est-ce qui n'a pas donné. Donc, en regardant ici également, on constate que le non-inoculé non pulvérisé a donné le poids de graines le plus faible. Et ça se comprend parce que déjà en voyant les feuilles, on voit que les feuilles ont commencé à jaunir. Donc, il n'y a pas, la photosynthèse n'est pas très fameuse. Et c'est ce qui affaiblit la plante. C'est pour ça que cette plante est facilement attaquée par les champignons. Donc, mais il n'y a pas de différence entre inoculé pulvérisé, inoculé et non inoculé pulvérisé. Donc, pour le poids de 1000 grammes. Maintenant, en regardant l'aflatoxine totale, inoculé pulvérisé, la quantité d'aflatoxine totale est très faible. Et la quantité d'aflatoxine B1 est dans les normes codex. C'est moins de 10. Et c'est très proche de la norme de l'Union européenne qui est de 4 microgrammes par kilogramme. Donc ça veut dire qu'il s'agit de, si on applique un peu les bonnes pratiques, on pourra atteindre ce truc facilement. Mais, c'est ce qui est un peu, je ne sais pas, dérangeant, c'est que le non-inoculé mais pulvérisé, la quantité d'aflatoxine n'est pas très loin, bon, à peu près la moitié de non-inoculé, non pulvérisé. Donc ça veut dire que l'inoculation joue un rôle important. Donc le fait de ne pas inoculer, ça fait que ça joue un rôle important. Et en regardant également au niveau de la production d'aflatoxine B1, c'est à peu près la même chose. Donc pour le maïs, il faut forcément inoculer et pulvériser si on veut avoir de très bons résultats. Avec le maïs, il faut forcément inoculer et pulvériser. Ici, on a le maïs, le champ de maïs, des champs. Ça, c'est le champ test que nous, on a réalisé dans... et on va nettement également regarder, ça c'est la partie inoculée pulvérisée, regardez le maïs comment il est, et ça c'est la partie non inoculée mais pulvérisée. Vous voyez, ça veut dire que l'inoculation, quand on inocule, la bactérie favorise la croissance de la plante. Donc quand il y a deux enfants, un enfant bien nourri, un enfant mal nourri, un peu les nous, si ils sont attrapés par le palu, le peu va s'en sortir plus rapidement que nous, parce qu'il est bien nourri. Voilà. Donc, voici nos conclusions pour ce travail. On a deux biopesticides, on a formulé deux pesticides commerciaux. Un contenant une bactérie Bacillus Sphaericus opscis et l'autre contenant un champignon Aspergillus flavus non toxinogène et qui ne produit pas du CPA. J'ai oublié de dire ça dans le travail. Le CPA, c'est cyclopropylénique acide cyclopropylénique. Ça, c'est tous les champignons, la majeure partie des champignons qui produisent l'aflatoxine produisent ce composé. Et il est très toxique. Il est plus toxique que l'aflatoxine. Et c'est tout récemment que Asinetti et Abbas ont découvert que ce composé. Donc, là où tu as l'aflatoxine, tu as ce composé. C'est ça qui aggrave la situation. Et ce composé est plus toxique que l'aflatoxine. Donc, quand tu veux l'utiliser, il faut te rassurer. Même si la souche ne produit pas l'aflatoxine, il faut te rassurer qu'elle ne produit pas ce composé. Sinon, tu ne peux pas l'utiliser comme biopesticide. Donc, on a vérifié si la souche produit de l'aflatoxine et si la souche produit le composé en question. Donc, c'est cette souche qu'on a utilisée.
Suite aux essais au champ, les deux se sont montrés très efficaces dans le contrôle des aflatoxines, surtout la protoxine B1, qui est la plus cancérigène. Et la protoxine B1 a été classée produit cancérigène numéro 1 en Afrique. Composé cancérigène numéro 1 en Afrique par l'Association internationale du cancer. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un truc très sérieux. Le biofécide contenant la bactérie a été plus efficace dans le contrôle des aflatoxines, toutes catégories confondues. Vraiment, le biofécide qui contient la bactérie était quand même très efficace parce que non seulement elle lutte contre les champignons et ensuite elle produit une substance qui dégrade l'aflatoxine. Même si l'aflatoxine, elle le dégrade. Ensuite, le biofécide à base du champignon, malgré son efficacité, a montré un effet négatif sur la qualité des gousses. On n'a pas... J'avais la photo, mais j'ai oublié de mettre ça. On voit que parmi les témoins non inoculés, non pulvérisés, les gousses sont très graves et ça produit de qualité. Mais avec l'inoculation avec le champignon, là où on a inoculé, où on a pulvérisé avec le champignon, les gousses sont petites. Même si ce n'est pas contaminé, les gousses sont petites. Donc ça veut dire que les graines qui sont à l'intérieur sont petites. Vous voyez? Donc, en perspective, si on a la deuxième année, ce qu'on va faire, c'est d'améliorer les pesticides, les biopesticides, et d'améliorer l'utilisation, la technique d'utilisation. Ça veut dire que on va essayer de voir, est-ce que l'application des techniques, des bonnes pratiques, va améliorer l'efficacité de ces biopesticides. Ça, c'est un. Ensuite, on va amener l'application, bon, ce qu'on a dit, on va vérifier d'abord pourquoi le champignon joue sur les gousses, pour essayer de trouver un moyen pour éviter ça. Et ensuite, deuxièmement, utiliser les bonnes pratiques, plus les biopesticides, pour qu'on puisse atteindre les normes de l'Union européenne et pour que le Mali puisse commencer à exporter le cadre international. Donc ça, c'est une photo qui a été prise lors du passage de nos collaborateurs du Brésil. Ils travaillent à Embrapa, j'ai oublié le truc de Embrapa là, mais ils travaillent sur le maïs et le coton. Parce que là-bas, les centres de recherche sont spécialisés. Il y a un centre qui travaille juste sur le riz, il y a des centres qui travaillent juste sur le maïs et le sorgho, il y a des centres qui travaillent juste... ils travaillent juste sur une partie sur le coton, une partie sur l'arachide. Embrapa Ac, c'est ça. Donc ça c'est lors de leur passage au Mali. Et ça c'est nous, lors de notre passage là-bas, ils nous ont fait une petite fête. Et c'est sûr que les Noumous ne peuvent pas être là, sinon il y a beaucoup à manger. Et là, dans cette zone, la population, tous les aliments, il n'y a pas un seul repas où il n'y a pas d'arachide. Ils nous ont dit que tous les repas de la zone, sauf si ça vient d'ailleurs, en tout cas, tous les systèmes culinaires, il y a de l'arachide. Il y a de l'arachide partout. Et c'est là que j'allais mourir parce que j'ai mangé l'arachide, moi j'étais allergique à ça. Et ça m'a vraiment secoué. Donc, merci à tous et à toutes pour l'écoute.